Merci beaucoup d'être avec nous. Les forums régionaux du savoir, en direct et en public, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue. En live également, si vous êtes en distanciel, vous êtes les bienvenus dans cet hémicycle de l'hôtel de la région, ici en Normandie, ici à Rouen. Je vous présente notre conférencière Marie-Pierre Alme. Bonjour à tous. Alors, le titre de votre conférence dans quelques instants. Le plastique, c'est fantastique. Le plastique, c'est fantastique. Ça vous rappelle peut-être une chanson. Nous n'irons pas plus loin en tout cas. Nous avons quelques minutes avant cette conférence pour découvrir notre conférencière. Vous allez jouer également dans quelques instants. Vous avez vos petits carrés bleus et carrés orange. On vous donnera quelques idées reçues, 3, et vous pourrez voter. Et ainsi, nous répondrons ensemble dans quelques instants. Alors, mon métier, c'est super compliqué. Avant d'être ici devant cette assemblée, pourquoi votre métier est super compliqué? Vous êtes enseignante-chercheur à l'université de Caen dans un laboratoire de sciences et de la santé. Pourquoi il est super compliqué, votre métier? Il est super compliqué parce que je fais plein de choses et j'ai eu un parcours, on va dire, assez, pas mouvementé, mais pas très linéaire pour un enseignant-chercheur. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu un parcours classique sur une thèse en comportement de la sèche. Puis, je me suis retrouvée dans un laboratoire de chimie thérapeutique à travailler sur des problématiques de pesticides vis-à-vis des abeilles. Et à l'heure actuelle, voilà, je suis un peu retournée à mon dada d'origine, le milieu marin. Et maintenant, donc, je suis responsable d'une unité au sein de l'IFREMER, l'organisme français de recherche sur le milieu marin. Alors, vous êtes une chercheuse positive. Il y a des chercheurs et chercheuses négatives et des positives et positifs. Je dirais plutôt que je suis positive, oui. Oui. Oui, il y a toujours... En fait, ce qui est magnifique dans ce métier-là, c'est qu'on découvre toujours plein de choses, on apprend toujours plein de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je trouve d'extraordinaire et de passionnant. On s'ennuie jamais. Quel que soit... Même quand j'entends des collègues me parler de mathématiques, des fois, c'est intéressant. Même si, à l'origine, ce n'était pas forcément ma spécialité. Alors, dans quelques instants, nous allons parler de plastique. Visiblement, il y a encore beaucoup d'interrogations sur le plastique. Vous attendez peut-être des réponses en distanciel, ici en présentiel, des réponses sur le plastique. Mais finalement, on s'interroge encore beaucoup. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts de recherche à faire. Je vais essayer de vous montrer quelques éléments, mais c'est une problématique qui a maintenant à peu près une vingtaine d'années, mais sur laquelle on avance doucement parce qu'il y a des verrous scientifiques, il y a des verrous technologiques pour vraiment appréhender cette pollution et les effets de cette pollution. Nous allons voir cela dans quelques instants. Lors de cette conférence, je tiens à saluer le lycée agricole d'Yvetot qui est avec nous. Vous êtes là, le lycée agricole d'Yvetot? Normalement, on fait du bruit un peu, on applaudit, on fait quelque chose. Ils veulent rester discrets. Très bien. Alors voici les idées reçues, 3 idées reçues. On va vous inviter dès maintenant à voter, en tout cas à lever vos petits cartons orange et bleu. Ce soir, le orange, c'est vrai, et le bleu, c'est faux. Voici la première idée reçue. Le biosourcé est la solution innovante à la substitution du plastique. Vrai ou faux? Alors, le biosourcé est la solution innovante à la substitution du plastique. Le biosourcé, on peut redonner la définition? Le biosourcé, c'est du plastique qui a pour origine une partie de matériel biologique. On s'en sert maintenant dans la construction des maisons, par exemple, ou des immeubles, entre autres. Alors, le biosourcé est la solution innovante à la substitution du plastique. Vrai ou faux? Orange vrai, bleu faux.
On est sur une vague un peu plus orange que... Oui, un peu plus orange, me semble-t-il. Enfin, je prends un risque en disant cela. Et alors ? Alors, on va dire que pour l'instant, à ce jour, ce n'est pas encore la solution parce que, je vous le montrerai, en fait, le biosourcé, ce n'est pas forcément biodégradable et du coup, c'est des nouveaux matériaux mais dont on ne connaît pas encore très bien le comportement dans l'environnement. C'est une fausse bonne idée pour le moment ? C'est une idée à travailler. On n'est pas dans la langue de bois, là, hein, attention. Peut-on nettoyer la mer efficacement pour enlever le plastique, vrai ou faux ? Orange vrai, bleu faux. Il y a une vague de bleu devant nous, une vague d'orange en haut, mais ils sont moins nombreux. Alors ? Donc non, effectivement, on n'y arrivera pas. Il y a quelques éléments, des choses qui se développent. Vous avez peut-être entendu parler d'un bateau pour récupérer tous les plastiques en mer. Vous avez peut-être entendu parler de bactéries mangeuses de plastique. Le problème à l'heure actuelle, c'est que la contamination est régulière. À chaque fois, on rejette du plastique dans l'environnement. Donc même si on avait un bateau qui était capable de nettoyer tous les océans, de toute façon, de nouveaux plastiques arriveront dans les océans. Et là, on parle de la mer, mais il faut aussi avoir conscience que les sols sont contaminés, que l'air est contaminé. Donc ce n'est pas encore la solution. Troisième et dernière idée reçue, nous allons bientôt pouvoir remplacer le plastique. Vrai ou faux ? Orange vrai, bleu faux. Il y a une vague de bleu et de orange en haut. Il se démarque. Alors, la réponse. Je vais encore faire aussi une réponse peut-être de Normand. Oui. Pour l'instant, on n'est pas encore à pouvoir remplacer le plastique. Vous allez voir que le plastique, il est vraiment dans... Enfin, je pense que si on fait un sondage ici, vous avez tous sur vous un objet plastique. Donc, il n'existe pas de matériau pour l'instant qui présente autant d'avantages que le plastique. C'est solide, c'est pas cher, c'est malléable. Enfin, il y a plein de qualités et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé mieux que le plastique. Donc, il faut faire des efforts de recherche. Alors, nous allons en savoir plus dès maintenant avec la conférence de Marie-Pierre Halm. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, merci à tous. Donc, voilà, je vais essayer de vous faire part de quelques éléments en fait, sur lesquels les scientifiques avancent donc, sur cette question du plastique. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle le plastique ? Si on prend la définition du dictionnaire, du petit Robert ou autre, le plastique, c'est une substance malléable, souple et façonnable dans toutes les formes souhaitées. Donc on peut trouver tout un tas de plastiques. Si on regarde en fait d'un point de vue un peu plus chimique peut-être, le plastique, en fait, c'est une entité chimique qui est constituée de carbone, d'hydrogène essentiellement, quelquefois d'oxygène et d'azote, on va selon les types de plastique. Et cette entité chimique, on va l'associer à une autre entité chimique de la même nature pour faire ce qu'on appelle un polymère. Et ce polymère, ça représente à peu près 90 à 95% du plastique. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'en plus, on va lui rajouter tout un tas d'additifs ou de plastifiants pour renforcer ses propriétés. Donc, vous pouvez, alors dans ces additifs et ces plastifiants, vous allez peut-être avoir des noms un peu barbares qui vous disent quelque chose. Le bisphénol A, on vous en a parlé, les phtalates, peut-être maintenant on vous parle de PFAS. Donc voilà, ce sont des substances qui peuvent par exemple donner des propriétés ignifugeantes pour lutter contre le feu, des propriétés de résistance, par exemple le Kevlar, ou encore des propriétés de flexibilité
notamment avec les bisphénols, ou encore des colorants pour avoir des bouteilles plastiques de toutes les couleurs possibles. Si bien que finalement, avec une entité, on va se retrouver avec des milliers de formulations différentes. Donc, ce qui rend encore plus complexe la façon de les étudier. Alors, son apparition, le plastique, finalement, on va dire, il est déjà très ancien, puisqu'on trouve une trace d'utilisation de plastique en tant que substance malléable chez les Égyptiens qui utilisaient de la colle de caséine. Après, le plastique tel qu'on peut le définir, tel qu'on le connaît, les premiers datent des années 1870 avec le fameux celluloïd, vous savez, qui constituait les bobines cinématographiques et qui était très inflammable. Mais le vrai plastique entièrement synthétique, en fait, c'est M. Bekeland qui l'a inventé en 1907, qui a donné le nom à la bakélite. Alors peut-être que les plus anciens se souviennent des casseroles avec les manches en bakélite, ou encore les téléphones. Donc une substance pas très jolie, noire, des couleurs assez sombres. Et après, en fait, durant, on va dire, entre les années 1920 et les années 1940, il y a eu des efforts de recherche. On ne va pas se leurrer, souvent des efforts de recherche aussi dus à la guerre. Il fallait trouver d'autres éléments, d'autres matières. Et on a vu apparaître plein de plastiques différents. Le PVC, le polystyrène, le polyamide, par exemple, qui était utilisé pour faire les fibres de parachute, ou le téflon. Donc, mais ça restait encore une utilisation assez limitée et vraiment plutôt dans le domaine militaire. Et ce n'est qu'à partir des années 1950 où finalement le plastique est entré dans la vie domestique. Et là, on a eu à peu près une explosion de l'utilisation du plastique. Et on peut dire que, je ne sais pas, chaque décennie, un petit peu, son objet plastique de référence. Alors, selon vos âges, vous avez la table en formica, moi j'ai la balance Seb ou le Rubik's Cube, et il y a même, de nos jours, maintenant, les petites voitures en plastique. Donc, ce qui fait que vraiment, ce plastique, il est dans notre quotidien, dans tous les foyers. Alors, si on regarde la production mondiale de plastique, effectivement, on voit qu'elle est en constante augmentation, mais c'est surtout, finalement, à partir des années 2000 que ça s'est emballé, puisque en l'espace de 20 ans, on a produit plus de la moitié des plastiques qu'on retrouve actuellement dans notre environnement. Et les projections, on continue d'être sur une pente montante, avec en 2025 une projection à 600 millions de tonnes de plastique produites dans le monde. Alors pourquoi, en fait, on utilise tant de plastique ? Justement parce que c'est fantastique. Ce plastique-là, il est léger, il est solide, il est très peu coûteux à fabriquer et il est également durable. Ce qui fait qu'il est adapté totalement à notre mode de vie. Il permet, en fait, il répond à notre besoin de prêt à consommer. Il permet de réduire le poids des emballages, notamment. Donc, on va vous donner un argument comme quoi ça permet de réduire l'empreinte carbone, puisque les transports sont allégés. Et ça permet également de lutter contre le gaspillage. Par exemple, le gaspillage alimentaire. Vous partez du restaurant avec votre petit sac plastique. Je ne l'ai pas mis ici aussi, mais il permet aussi, au niveau alimentaire, une certaine protection des aliments, de lutter contre le développement de bactéries, etc., par les emballages alimentaires. Donc, si bien qu'aujourd'hui, le plastique, finalement, c'est le 3e matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. Quand on regarde l'utilisation des plastiques, il intervient également dans tous les domaines. On en trouve dans l'agriculture, dans l'électronique, l'automobile, la construction. Et celui qui tire la production de plastique vers le haut, en fait, c'est le domaine du packaging. Et là, on arrive un petit peu à une aberration, si on peut dire. C'est-à-dire que ce plastique qui, à l'origine, était conçu pour être un matériau durable, finalement, il est utilisé dans un domaine du tout jetable. Et ce qui fait qu'on estime environ à 81% de déchets plastiques au bout d'un an.
Donc dans tous les plastiques qui sont synthétisés, 81% finissent au bout d'un an sous forme de déchets. Et dans ces 81%, on estime à l'heure actuelle que 85% vont finir dans le milieu marin, sous quelque forme qu'elle soit. Alors dans ce plastique, on a parlé tout à l'heure de biosourcés. Dans le plastique, on a deux grands types. On a les dérivés du pétrole, c'est le plastique vraiment tel qu'on le connaît, 99% de la production, et avec en gros une vingtaine de familles plastiques différentes, dont 6 qui sont relativement bien connues et qui représentent 80% de la production. Peut-être que ça vous dira des choses, le PET, le polyéthylène, le polystyrène, le polyuréthane, le PVC et le polyéthylène haute densité, basse densité et le polypropylène. À côté de ces plastiques dérivés du pétrole, on va trouver donc les fameux biosourcés qui représentent finalement que 1% de la production à l'heure actuelle. Alors biosourcés, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le carbone est issu de matières d'origine biologique. Donc ça peut être par exemple de la canne à sucre, du maïs, etc. Mais d'une manière réglementaire, on va appeler biosourcé, il faut qu'il y ait 50% de matière biologique, de carbone issu de matière biologique. Ce qui veut dire que les 50% autres peuvent être issus du pétrole. Donc, du coup, le biosourcé, le bio c'est joli, mais c'est pas si bio que ça, quoi. Hein, et aussi, il faut faire très attention aussi, biosourcé ne veut pas dire biodégradable. Biosourcé, ça fait référence à l'origine du carbone. Biodégradable, ça fait référence au devenir en fait du plastique. Et dans cette biodégradabilité, en fait, il faut prendre en compte, quand on parle de biodégradabilité, c'est votre plastique, il va finir, s'il suit le processus total de biodégradation, in fine, vraiment sous forme de carbone. Donc il va redevenir la petite entité du début. Et cette biodégradation, elle fait appel à des processus physiques. Dans l'environnement, ça peut être le vent, la pluie, l'érosion, etc. À des processus chimiques, par exemple avec les UV, l'ozone, l'oxygène qu'il y a dans l'air, et également avec des processus biologiques. Voilà, il peut être, on va dire, dégradé par des micro-organismes. Et tout ce processus de biodégradation, en fait, on le mesure pour les plastiques en laboratoire. Donc, les conditions de biodégradation, quand on vous dit un plastique est biodégradable, c'est mesuré en laboratoire, mais pas dans l'environnement. Et entre les conditions de laboratoire et les conditions de l'environnement, il y a vraiment un gros gap. Et ici, si on reprend notre référence de biosourcé, pétrosourcé, biodégradabilité, non biodégradabilité. Ici, vous voyez, par exemple, on a les polymères conventionnels, le plastique vraiment qu'on connaît, lui, issu donc, de la pétrochimie, est vraiment non biodégradable. On a des éléments qui sont biosourcés, le biopolyéthylène, le biopolymère, etc. Eux sont non biodégradables. Et ici, vous avez un petit peu ce qu'on appelle de biopolymère, et notamment le seul qui est étiqueté comme biodégradable, c'est le PLA. Donc en fait, c'est un plastique biosourcé issu de la canne à sucre. Alors c'est à l'heure actuelle le seul à être biodégradable, mais encore uniquement en conditions de compostage industriel. Et pareil, une petite alerte. Il est peut-être biodégradable dans des conditions particulières, mais il est aussi issu de la canne à sucre. Donc le bilan carbone de production de ce plastique miracle biosourcé, il n'est quand même pas très bon et il risque de poser aussi des problèmes ultérieurement. Alors quand je vous dis typiquement les bioplastiques qui sont étiquetés biodégradables finalement ne le sont pas tant que ça. Ici, vous avez l'exemple d'une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Plymouth sur 3 types de sacs étiquetés biodégradables.
oxo-biodégradable, donc ça veut dire, voilà, c'est un type oxo, un type chimique particulier, et compostable. Et ils ont mis ces sacs plastiques durant 3 ans, dans 3 milieux différents, l'air, le sol et la mer. Et vous voyez le résultat au bout de 3 ans. Quid de la notion de biodégradabilité? Alors, voilà, le principal problème du plastique, on peut dire quand même que c'est cette absence de biodégradabilité et notre mauvaise gestion des déchets plastiques. Ce qui fait que certains chercheurs pensent que le plastique sera un marqueur en fait, de notre civilisation, de notre époque, un marqueur de l'Anthropocène. Alors là, je vous ai mis quelques images voilà, de pollution plastique. Vous avez peut-être vu il y a quelques années voilà, le fameux 7e continent. Donc c'est au milieu, dans un gire du Pacifique, en fait, qui va regrouper, avec les courants marins, etc., l'ensemble des macro-déchets. Et ça fait vraiment donc, comme un continent, et aussi bien en surface, mais également dans la colonne d'eau. Alors on se dit, bon, c'est loin, hein, le 7e continent, mais ici, voilà, Le Havre, la décharge de Dollemar, où en fait c'est une décharge qui a été enfouie, et avec l'érosion côtière, eh ben, tout ce qui a été enfoui se retrouve rejeté à la mer. Et on voit ici donc un nombre très important de déchets plastiques qui se retrouvent dans la mer. Alors de manière un petit peu plus anecdotique, mais quand même, je dirais intéressante, on a ce qu'on appelle le plastiglomérat. C'est une nouvelle pierre qui a été trouvée sur l'île d'Hawaï. Et donc, cette pierre est constituée de plastique fondu, de lave et de sédiments qui sont complètement agrégés. Et autre notion, voilà ce qu'on appelle la plastique-route. Ça, c'est des choses qui ont été trouvées sur l'île de Madère, où en fait, vous avez c'est du polyéthylène qui s'incruste totalement dans les roches avec l'érosion. Et ce polyéthylène viendrait en fait de films plastiques présents dans les sédiments et qui sont dégradés, et avec la mer qui vont, à force de taper, qui vont finalement s'incruster dans la roche. Alors, quand on parle de plastique, vous avez aussi certainement entendu parler de macroplastique, de microplastique, de nanoplastique. Tout ça, en fait, ça fait référence à la taille des plastiques. Quand on voit le 7e continent, ce sont des déchets des macroplastiques. C'est la grosse face c'est l'iceberg. Hein. Les macroplastiques, c'est des déchets supérieurs à 20 cm. Ou alors, on trouve aussi du mésoplastique de 5 mm à 20 cm. C'est ce qu'on voit facilement. Mais après, il y a la face cachée de l'iceberg, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est les microplastiques. Donc, les microplastiques observables au microscope, donc on va dire ça va de 5 mm à 1 micromètre. Donc, pour référence, par exemple, un cheveu, c'est 80 micromètres. Donc, on a besoin, pour regarder ces microplastiques, le plus souvent d'une loupe binoculaire ou d'un microscope. Et puis, maintenant, on parle aussi de plus en plus de nanoplastiques. Donc là, c'est tout petit, hein, c'est inférieur au micromètre. Donc, vous avez peut-être entendu parler des nanoparticules. Voilà, c'est des particules très fines qu'on peut respirer. Alors, ces plastiques aussi, d'où viennent-ils? On va avoir des plastiques, notamment les microplastiques, qui sont ajoutés intentionnellement dans les produits pour avoir un usage particulier. C'est les petites billes qu'on met dans les gommages, par exemple, hein, pour avoir la peau douce. Ce sont aussi, par exemple, dans les dentifrices, hein, pour avoir un effet un peu abrasif. C'est ce qu'on peut également trouver dans les vêtements, les fibres de polyamide qui vont se retrouver rejetées par les machines à laver. Ou alors, donc, par exemple, des fibres dans les pneus pour améliorer la rigidité des gommes. Et à côté de ça, on va distinguer les plastiques secondaires qui sont, eux, vraiment issus de la dégradation
de la matière plastique, du gros plastique que vous avez, et qui vont être fragmentés, etc., et qu'on va retrouver dans l'environnement. Donc les premiers, en fait, ils se retrouvent dans l'environnement suite à l'utilisation du produit, et les deuxièmes se retrouvent dans l'environnement suite à un défaut dans le cycle d'élimination. Et ce que vous allez voir tout à l'heure, en particulier, bon, on va les retrouver partout, mais ils finissent toujours dans les océans. Et pour rappel, la dégradation d'un plastique, selon le type de plastique, elle est estimée à l'heure actuelle entre 10 ans et 600 ans, selon le type de plastique. Pourquoi on en retrouve partout dans l'environnement ? Finalement, le plastique, on s'est aperçu que lorsqu'il est fragmenté, il suit finalement le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on va déjà avoir le cycle de l'eau, c'est ce que vous voyez ici, avec des petites flèches bleues, et vous avez en rouge le cycle du plastique. La première étape, ça va être la fuite des plastiques. Fuite accidentelle, mais également, lorsque je vous ai dit tout à l'heure, vous lavez vos vêtements qui ont des fibres plastiques, ça va se retrouver en fait dans les réseaux d'épuration. Donc, on va avoir une fuite à travers les usines, à travers les steppes. Ça peut être aussi à travers différents usages. Et après, on va passer à une deuxième phase qui est la dispersion des plastiques. Quand un plastique se retrouve dans l'environnement, il va être fragmenté, il va être repris par exemple par l'air, donc il va aller contaminer un petit peu plus loin. Par exemple, les pneus, les gommes de pneus, quand il va pleuvoir, ce qui reste sur la route, ça va aller rejoindre les rivières. Et quand c'est dans les rivières, finalement, ça finit également dans l'océan. Et dans l'océan, ils vont être pris dans les courants marins et ils vont aller se balader jusqu'au 7e continent peut-être. Donc, vous avez cette dispersion par le réseau d'eau pluviale et usée, les airs, les vents, le retombé atmosphérique. Quand il pleut, ils peuvent retomber à un autre endroit. Les fleuves, les rivières, les courants marins. Et si bien qu'à un moment donné, ils vont arriver dans un compartiment donné, ils vont s'accumuler dans le compartiment. Donc, on a une contamination générale de l'environnement dans l'eau douce, le sol, l'air et la mer. Après, il peut aussi y avoir des mouvements, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une première contamination du sol, et puis sous l'effet du vent, ça va aller contaminer l'atmosphère ou ça va aller contaminer la mer. Voilà, c'est un système qui est toujours en mouvement. Alors, cette contamination plastique, comment on l'étudie ? On vous a déjà dit tout à l'heure qu'on ne savait pas grand-chose finalement, mais vous allez comprendre pourquoi on ne sait pas grand-chose. Voilà par exemple comment on étudie les microplastiques dans l'environnement et dans la mer. Pour par exemple déterminer la contamination de l'océan, on utilise un bateau avec des filets, comme ça, des filets qu'on appelle des filets manta, qui ont des petites mailles de environ autour de 300 micromètres. Donc il faut un bateau, il faut faire un trait de chalut, mais il ne faut pas faire ce trait de chalut quand il y a trop de vent, parce que les microplastiques, ça se récolte en subsurface. Donc il faut que la mer soit plate. Et puis, il ne faut pas que ça soit trop près du bateau, parce que le problème, c'est que les pâtures du bateau contiennent des matières plastiques. Donc on risque de contaminer notre échantillon. Bon, une fois qu'on a à peu près résolu tout ça, on rince notre filet, et dans ce qu'on appelle le cul en fait, du chalut, voilà ce qu'on récolte, une espèce de magma avec des algues, des gros bouts de plastique, des petits bouts de plastique, peut-être des bouts de coquillage, de sédiments, etc. Et ça, il va falloir le trier. Et qui le trie ? C'est les chercheurs, c'est les techniciens, c'est les gens qui travaillent, et ça se fait à la main. Donc c'est un peu long. Après, vous pouvez aussi le chercher dans les sédiments marins. Bon, les sédiments marins, soit avec une benne ou du carottage, ou vous pouvez aussi on les recherche dans les organismes de l'environnement, dans les moules, les huîtres. Ça, c'est sympa, il faut aller pêcher un petit peu, voilà. Ou alors, on peut mettre aussi des moules en cage ou des poissons en cage, et au bout d'un certain temps, on les récupère et on va regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'organisme. Donc ça, c'est la récolte. Après, il va falloir analyser nos échantillons. Alors, nos échantillons, comment on les analyse ? Donc, que ça soit, par exemple, des échantillons, là, je vous ai mis une moule, mais c'est la même chose avec des échantillons d'eau. On va
avoir une première phase qui est une phase de digestion et de décantation. C'est-à-dire qu'il va falloir éliminer tout ce qui n'est pas plastique dans notre échantillon. Donc, on va le mettre en présence de quelque chose d'oxydant qui attaque. Alors, ça peut être de l'eau oxygénée, ça peut être de la soude. Le seul truc, c'est qu'il faut aussi trouver quelque chose qui attaque pas trop pour pas détruire le microplastique. Donc voilà, c'est pareil, c'est des essais pour trouver les meilleures solutions. Et si vous regardez bien, pour digérer de la matière vivante, ça prend un certain temps quand même. Ça prend entre 12 heures et 36 heures. Donc ça veut dire qu'un échantillon, vous commencez à pouvoir le traiter au bout de 36 heures après l'avoir récolté. Quand notre solution elle est à peu près digérée, on va la filtrer et on va l'observer en fait au microscope. Au microscope, c'est 30 minutes à 1 heure par filtre. Et là, en fait, c'est la personne qui est derrière le microscope qui va compter manuellement, visuellement, plastique par plastique. Et encore, il se dit, bon, je pense que c'est du plastique. En fait, ce sont des matières plastiques présumées. Parce qu'il peut se tromper. Quand vous voyez un petit film blanc transparent ou une cuticule de crevette, à savoir, au microscope, on n'est pas forcément sûr. Donc la seule façon de vérifier que c'est bien de la matière plastique, c'est de passer sur des appareils qui vont faire appel à de la chimie, qui vont obtenir, alors je ne sais pas si ça vous dit, des spectres, un petit peu comme des spectres UV, ou voilà, des choses qui vont vous permettre de caractériser la nature chimique du plastique. Et ça prend aussi du temps, parce que les appareils, pour l'instant, n'étaient pas... Il y a des progrès, mais n'étaient pas conçus pour faire ça en routine. Donc des fois, il faut prendre la matière plastique, la fibre plastique sur le filtre, le mettre dans l'appareil pour savoir ce que c'est. Donc vraiment un temps très très long. Et voilà, pour vous illustrer, on a notamment participé à un projet qui s'appelait le projet Plastic Seine, qui visait justement à faire une première étude de la contamination de l'estuaire de la Seine par les microplastiques. Alors, on a prélevé de l'eau. Vous voyez ici, typiquement, voilà ce qu'on peut obtenir comme type de plastique, ce qu'on visualise au microscope. Mais on a aussi prélevé donc différentes espèces animales, des vers, des crevettes, des moules, du zooplancton, des bars, des sols, des flets. Et on a même mis des flets en cage pour voir s'ils étaient capables de retenir le plastique. Et là, je vous ai mis un exemple de résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Globalement, vous voyez que toutes les espèces présentent des microplastiques. C'est-à-dire que tout le biote, elles sont toutes contaminées. Alors, à des doses plus ou moins différentes, parce que vous voyez, finalement, le verre, on a trouvé très peu de particules plastiques. Par contre, dans la sole, on a trouvé environ 2 particules par gramme de sol. Donc, ce qui peut paraître assez important. Mais ça, ce sont des particules présumées. C'est les chiffres qu'on a donnés quand on a regardé au microscope. Et ce qu'on a analysé au microscope, on a passé ça ultérieurement aux analyses chimiques. Et vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple de la sole, globalement, dans nos 2 particules là, par gramme, tout ce qu'on a trouvé, en fait, il y avait 45% de plastique qu'on n'a pas pu identifier. C'est-à-dire que même l'appareil qui était censé nous donner la nature ne connaissait pas le spectre qu'on a obtenu. On a 46% qui étaient de la cellulose. Donc de la cellulose, c'est plutôt une matière végétale ou voire animale, mais ce n'est pas du plastique. Ça pouvait être des restes d'algues ou de bois ou des choses comme ça. Et on a simplement 9% des plastiques que nous, on avait compté qu'on avait suggéré être du plastique, qui sont réellement du plastique. Donc globalement, vous voyez l'écart en fait entre l'œil d'expert qu'on peut avoir et la réalité. Donc souvent, quand on dit oui, c'est contaminé, les moules, les huîtres, les poissons sont archi contaminés en plastique, méfiance, il faut voir si les données sont étiquetées comme étant du vrai plastique ou si, par exemple, c'est juste des particules plastiques qu'on a comptées, mais qui ne sont peut-être pas en fait du plastique.
Donc c'est pour vous montrer un petit peu la complexité. Alors après, bon, voilà, on trouve de la contamination dans les organismes, mais quel est l'impact réel sur les organismes marins? Alors c'est pareil, ces impacts, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît moins. Bon, en ce qui concerne les macroplastiques, les macrodéchets, c'est assez visuel, on a des phénomènes de piégeage, on peut avoir des obstructions respiratoires. Typiquement, voilà, vous avez votre tortue avec le film plastique, et vous pouvez avoir aussi des problèmes digestifs. Bon, voilà, notre pauvre oiseau avec son bouchon dans le bec, il va plus pouvoir se nourrir. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues, qui sont assez visibles. Après, sur la problématique des microplastiques, c'est un petit peu plus compliqué à étudier. Donc tout ce qui est piégeage, étranglement, obstruction des voies respiratoires ou digestives, on peut l'avoir en fonction de la taille de l'organisme. C'est sûr que si vous prenez une petite bête, un petit crustacé et un petit microplastique, lui, effectivement, la taille du microplastique, ça va faire comme s'il avait un macrodéchet pour lui par rapport à notre baleine. Mais vous avez aussi des problèmes en fait d'ingestion et d'écotoxicité qui vont entraîner des effets physiques et chimiques. Alors quand on parle d'ingestion, ici vous avez l'exemple assez visuel. On a mis une huître en présence de microbilles de microplastiques fluorescents. Et donc au début, l'eau était rose. Et donc vous voyez que sur la photo, l'eau est plutôt transparente, mais on voit ces petits zibouibouis là, en fait ce sont les fesses de l'huître. Donc ce qui prouve que l'huître a ingéré la microbille et en fait elle l'excrète donc par l'intermédiaire de ces fesses. Et là vous avez une photo en fait des branchies de notre huître, et les petites billes vertes en fait sont des billes de microplastique. Donc on voit ici vraiment cette capacité à ingérer, à garder ou à excréter en fait les microplastiques. Et dans les effets physiques et chimiques, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors voilà, à titre d'exemple, une étude qui a été menée par des collègues où ils ont exposé pendant 2 mois des huîtres qui arrivaient à maturité sexuelle à des microbilles de polystyrène de 2 à 6 micromètres et à une concentration de 0,032 mg par litre. Donc c'est quand même une concentration qui est assez élevée par rapport à ce qu'on trouve dans l'environnement. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé des effets sur la reproduction. On a notamment une diminution du nombre de gamètes, de cellules reproductrices femelles, le sperme qui est beaucoup moins mobile et finalement un taux d'éclosion aussi qui est diminué de moitié. En ce qui concerne la filtration, la nutrition, là l'effet n'a pas l'air si délétère puisque vous avez ici en rouge l'efficacité d'absorption des huîtres soumises au microplastique et en bleu le contrôle. Et on voit que finalement, lorsqu'elles sont soumises au microplastique, elles vont absorber plus. Alors c'est bien s'il y a des algues parce que du coup elles vont manger plus, mais au bout d'un moment, ça peut, s'il y a des toxines, des toxiques, ça peut aussi avoir un effet délétère. Et on a pu aussi montrer des effets transgénérationnels. Les effets transgénérationnels, ça veut dire que ça va l'effet va se retrouver chez les enfants. Donc, et là, typiquement, on a vu que la croissance des huîtres, des bébés huîtres, était réduite de 20%, et aussi on avait un délai de fixation des larves qui était plus important, donc ce qui peut avoir un peu après un impact sur la dynamique des populations. C'est-à-dire que si les huîtres, elles mettent plus de temps à se fixer, elles peuvent être plus facilement aussi mangées par d'autres espèces. Elles peuvent avoir des conditions climatiques défavorables, etc. Donc, si on regarde globalement chez les différents organismes qu'on a pu tester, notamment beaucoup d'études sur les huîtres et sur les poissons, on voit des impacts sur la nutrition, la respiration, donc blocage, obstruction, abrasion, perforation,
des problèmes de perturbation respiratoire, aussi un sentiment de fausse satiété, c'est-à-dire que si on ingère trop de microplastiques, ça pèse dans l'estomac, donc on a moins faim, donc les organismes vont moins se nourrir et donc vont perdre du poids, et ça peut avoir des conséquences sur le fitness, sur la reproduction. Des impacts sur le métabolisme énergétique, oxydatif, des impacts sur les défenses immunitaires aussi des organismes et sur la reproduction, comme j'ai pu vous le montrer. Et des études ont également montré des impacts sur le comportement des poissons, des augmentations ou des diminutions, selon l'espèce, selon le test, de la locomotion, des signes d'anxiété chez les poissons. Alors ça peut paraître assez éloigné, mais en fait, tous ces signes qu'on note sur le comportement, il faut se dire qu'après, ça peut avoir des répercussions justement sur les comportements naturels, sur le fait d'aller chercher des proies, sur le fait d'être plus facilement visible, de moins bien se cacher. Enfin voilà, tout un tas de comportements qui peuvent avoir un impact sur la survie ou sur la reproduction de l'individu. Et les questions qui restent aussi en suspens et sur lesquelles on travaille, c'est OK, ces plastiques, ils ont des effets. Mais à quoi sont dus ces effets? Quel est le mode d'action de ces effets? Est-ce que c'est des effets directs dus à la particule plastique en elle-même, donc qui peut entraîner des altérations physiques, ou est-ce que c'est des effets indirects qui sont dus à la constitution chimique du plastique? Rappelez-vous, tout au départ, je vous ai dit que les plastiques, il y avait tout un tas d'additifs dedans. Voilà. Est-ce que les effets qu'on observe sont dus à ces additifs ou non? C'est une grande question. Ou peut-être, du coup, les deux aussi. Et un troisième effet dont on parle beaucoup moins, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet radeau. L'effet radeau, en fait, vos plastiques dans l'environnement, que ce soit des macrodéchets ou des microdéchets, ça va être des supports pour le développement ou pour le transport de tout un tas d'organismes. Au début, il va y avoir des biofilms qui vont se former. Ça fait un peu comme quand vous voyez des morceaux d'épave. Souvent, c'est colonisé par des microcrustacés, etc. Sur les plastiques, on va avoir le même problème. Et de ce fait, cet effet radeau, ça peut, avoir un effet radeau pour les substances chimiques, d'autres substances chimiques qui sont présentes dans l'environnement, par exemple des PCB. Chez nous, voilà, on a une contamination de l'eau par plein de molécules qui peuvent se retrouver absorbées sur ces petites particules plastiques, ou alors par du biologique. Et là, on peut avoir tout un tas d'organismes, par exemple des microalgues toxiques. On a pu montrer que c'était un support. Alors les microalgues toxiques, pour ceux qui sont amateurs de crustacés, par exemple, c'est ce qu'on vous interdit quand on vous interdit de les ramasser, notamment la coquille Saint-Jacques quand c'est fermé, c'est parce qu'il y a des petites microalgues qui vont fabriquer de la toxine et qui peuvent, si vous les consommez, donner des diarrhées. Donc voilà, on peut avoir une prolifération de ce type de choses, ou alors d'autres virus, par exemple, et notamment des virus. On a pu montrer la présence de virus de l'huître qui étaient promenés donc par ces plastiques. On peut également imaginer l'import en fait d'espèces exotiques qui pourraient en fait se fixer sur ces plastiques et venir dans tous les endroits du globe. Alors ça, c'est sur l'environnement. Maintenant, sur l'homme. Qu'en est-il des impacts sur l'homme? Alors sur l'homme, on a 3 principales voies d'entrée: les aliments, la respiration et la peau. Bon, quand je dis 3 principales, en fait, la voie majoritaire reste la contamination par l'ingestion à travers les aliments. La respiration, on va en trouver un petit peu, notamment, je vous ai dit, dans l'air, là, on a des fibres plastiques invisibles, donc on peut les respirer. Normalement, on a des barrières qui vont empêcher que ça s'infiltre trop dans l'organisme. Mais par exemple, des études récentes ont montré la présence de nanoplastiques dans le sang humain. Donc, a priori, c'est que ça passe quand même ces barrières. Et la peau, pareil. Donc, ce qu'on connaît le plus, c'est par l'ingestion par les aliments. Alors, c'est pareil, on va retrouver des microplastiques dans beaucoup d'aliments qu'on consomme. Par exemple, dans les produits de la mer, les poissons, les crustacés, les mollusques. Alors, d'où viennent-ils? Est-ce que c'est quand on les pêche? Rappelez-vous, on a aussi le packaging.
Donc, il est fort probable qu'en emballant nos produits, nos aliments dans du plastique, c'est normal qu'on retrouve du plastique quand on les consomme. On en trouve dans le miel. Bon, des études ont montré dans la bière, dans l'eau en bouteille, mais également dans le sable. Dans le sel aussi. Ce qui fait, vous avez peut-être vu voilà, une image un peu choc. On ingérerait probablement l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Bon, voilà. Alors, vous allez voir que c'est encore à démontrer, mais bon. Et dans les plastiques qu'on retrouve le plus souvent, alors ça, c'est une analyse, ils ont analysé les fesses, enfin voilà, les excréments humains, et on a retrouvé essentiellement du polypropylène et du polyéthylène. Alors pourquoi je vous dis, bon, le coût de la carte de crédit, c'est quand même à se demander. Vous avez ici, en fait, des études qui ont été menées au niveau français sur la contamination des aliments par le plastique. Enfin, au niveau français et international, puisqu'il y a la Chine et l'Allemagne. Donc, dans différents types d'aliments, le miel, bon, la bière, le poisson, le sel et les eaux en bouteille. Donc, certaines études, vous voyez, vont vous dire qu'il n'y a aucune contamination. Et puis, d'autres études vont vous trouver des taux de matières plastiques vraiment très importantes. Donc, où est la vérité ? Voilà, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà, est-ce que c'est vraiment du plastique ou pas ? Il faut vraiment aller au fond de l'étude et voir le protocole pour vraiment se faire une idée. Et puis aussi, il y a un gros problème, c'est le problème de l'harmonisation des méthodes. C'est-à-dire que comme c'est une thématique qui est relativement nouvelle, chaque chercheur a sa propre méthode qui, bien sûr, est la meilleure. Et donc, il est très difficile de comparer les études entre elles. Pour vous donner un exemple, voilà. Comment ouvrir cette bouteille pour voir la quantité d'eau qu'il y a ? Quelqu'un va se dire, je vais chauffer la bouteille, ça va faire de la vapeur, et hop, mon bouchon va s'enlever, mais du coup, avec la vapeur, je vais perdre quand même un petit peu d'eau. Deuxième méthode, j'y vais franco, au marteau, je casse la bouteille et là, je perds la moitié de l'eau. Et la troisième méthode, peut-être la plus simple, j'enlève simplement le bouchon. Et là, je garde toute mon eau. Mais voilà, ça va être 3 façons de mener une étude qui va avoir un impact sur votre résultat de quantité d'eau. Et est-ce que la bonne quantité, c'est celle du milieu, celle de gauche, celle de droite ? On ne peut pas répondre. Donc, il faut vraiment avoir sur cette thématique des microplastiques toujours cette interrogation, comment a été menée l'étude, quels sont les chiffres qu'on a derrière. Et je ne vous ai pas mentionné aussi, quand vous faites une étude sur les plastiques, je vous ai dit, il y en avait dans l'air. Donc quand vous regardez vos microscopes, votre échantillon au microscope, il se peut qu'il y ait des petites particules qui tombent sur votre échantillon. Donc, est-ce qu'il faut toujours travailler aussi avec ce qu'on appelle des blancs, c'est-à-dire toujours avoir à côté un petit pot qui va nous permettre de déterminer ce qu'il y a autour de nous par rapport à ce qu'il y a dans l'échantillon. Donc, c'est probablement pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas vraiment à avoir de chiffres clés et d'études qui sont comparables les unes aux autres. Alors, on a quand même des données, donc on va se poser la question du risque. Alors, qu'est-ce que le risque ? Attention, c'est différent du danger. Dans le langage courant, on a toujours tendance à faire l'amalgame entre danger et risque. Mais en fait, c'est très différent. Le danger, c'est un effet néfaste. Le risque, c'est la probabilité que l'effet néfaste se produise. C'est-à-dire, pour être plus visuel, vous vous promenez dans la savane, vous rencontrez un lion, vous avez un gros danger, le lion, avec un fort risque de vous faire croquer. Vous vous promenez dans cette même savane, mais votre lion, il est dans une cage. Bon, le danger, il est toujours là, le lion, il est toujours là, mais du fait qu'il y ait des barreaux, vous risquez rien. Vous n'avez pas de risque de vous faire croquer. Donc,
quand on parle du risque, c'est vraiment la comparaison du danger par rapport à l'exposition. Alors, si on regarde dans l'environnement, finalement, l'exposition, on est sûr qu'il y a des microplastiques partout, enfin des plastiques dans l'environnement, donc on l'a démontré. Le danger, on suppose quand même, les études tendent à montrer qu'il y a quand même un danger, mais attention, c'est pareil, c'est des études qui sont menées en laboratoire. Dans l'environnement, on n'a pas réussi encore à reproduire les conditions de l'environnement. Donc, on suppose quand même que, d'après les données existantes, ce danger, il existe. Donc, on aurait tendance à dire qu'il y a un risque pour l'environnement. Sur l'homme, l'exposition, les études sont là, elles sont très variables. On peut penser qu'il y a une exposition, mais le danger, à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Ça reste encore quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer. L'OMS a fait un communiqué comme quoi le risque pour elle était assez faible, puisque finalement, la contamination, ce qu'on ingère n'est pas si important, et le risque qu'on pourrait avoir dû aux substances chimiques, les quantités qu'on ingère sont vraiment très faibles, donc ils supposent que le risque est faible. Mais c'était aussi avant avec les macroplastiques et les microplastiques, et c'était avant l'étude où ils ont montré qu'il y avait des nanoplastiques dans le sang. Donc tout ça peut évoluer. Alors pour finir, quelles sont les solutions ? Voilà, il y a une contamination, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Pour moi, il y a 4 grands axes sur lesquels on peut travailler. Déjà, innover, on en a parlé tout à l'heure, c'est faire des plastiques peut-être plus biodégradables, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a des solutions, par exemple, ici, vous voyez des choses apparaître, des filtres qu'on met derrière les machines à laver pour retenir en fait les fibres plastiques qui sont relarguées quand vous lavez vos vêtements. Des dispositifs aussi qui peuvent se mettre en sortie de station d'épuration pour récupérer ces microplastiques. On peut recycler, il y a un gros effort à faire. À l'heure actuelle, il y a seulement 20% des plastiques qu'on utilise qui rentrent dans la chaîne de recyclage. Donc on peut travailler dessus. Légiférer, il y a des choses qui se font. En 2001, on a interdit les cotons-tiges plastiques, les pailles. Là, en 2023, on va un petit peu plus loin. Il n'y a plus de vaisselle jetable. Voilà, ce genre de choses. Et puis, bien entendu, donc éduquer. Alors c'est bien, il y a des lycéens ici. Donc voilà, et pour tout le monde, parler aux gens, leur présenter la problématique et leur montrer en fait qu'est-ce qui se passe quand on rejette un plastique dans l'environnement. Donc pour conclure, on vient de montrer, les déchets plastiques sont partout. Ça, on ne peut rien y faire. On a vu, on en a parlé, c'est compliqué de nettoyer. On ne peut pas tout nettoyer. Les impacts sont plus ou moins bien connus en fonction des tailles. Alors, on va être positif. Les chercheurs vont travailler sur le sujet, ils travaillent sur le sujet. Et des solutions existent. Et peut-être que la meilleure des solutions, ou du moins celle qui est la plus facile au niveau de chacun, c'est d'essayer finalement de déplastifier notre vie, c'est-à-dire d'utiliser de moins en moins de matière plastique et d'aller vers d'autres solutions. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Marie-Pierre. J'imagine que vous avez des questions. En préambule de ces questions, Marie-Pierre, on a beaucoup parlé d'un bateau, ça a fait le buzz d'ailleurs, je crois, il y a quelques années, un bateau qui pouvait nettoyer la mer. Qu'en est-il ? Est-ce qu'ils ont avancé ? Est-ce que c'est une utopie ? On l'a évoqué légèrement. Est-ce qu'il y a des nouvelles solutions qui émergent justement, notamment au niveau de ce 7e continent ? À l'heure actuelle, non. Oui, le bateau existe, mais quand vous voyez en fait l'ampleur de la pollution, ça va être une goutte d'eau dans cet océan de plastique. Donc c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, au contraire. Mais et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on continue de polluer. Donc si on n'agit pas en amont, on aura beau
continue à nettoyer, il y aura des nouvelles matières plastiques qui vont arriver. Donc c'est vraiment aussi un changement de comportement et de l'innovation pour faire d'autres types de plastique, d'autres solutions. Les micros vont se balader avec nos animateurs. Vous avez un micro, tout le monde n'a pas un micro, donc vous aurez un micro qui vous sera dédié si jamais vous voulez prendre la parole en haut et au fond de cet hémicycle. Sinon, pour les autres, eh bien, vous avez un micro, il suffira d'appuyer sur le bouton et ne pas parler trop près du micro. Première question. Allez, la première, la plus difficile, monsieur. Notre animatrice va vous donner ce micro. Vous êtes à la fois en présentiel et en direct sur le site de Sciences Action Normandie. Oui. Bonjour, merci pour votre exposé tout à fait intéressant. Je me posais la question sur les études qui ont été faites sur la nocivité des plastiques. Mettez votre micro proche de la bouche. Vous distinguez pas les études faites par des laboratoires scientifiques et les études faites par les industriels eux-mêmes. Est-ce que c'est comme dans le glyphosate, où en fait il y a un divorce de plus en plus important entre les études scientifiques et médicales qui sont faites, qui concluent bien sûr à la nocivité du glyphosate, et les études industrielles qui peuvent être prises en compte dans les décisions d'autorisation ou de réautorisation du glyphosate? Voilà, c'est une question qui mérite peut-être d'être soulignée. Est-ce que c'est la même chose? Merci. Alors, j'aurais du mal à vous répondre de façon certaine. C'est vrai que moi, les études sur lesquelles je me suis basée sont essentiellement des études qui sont issues des publications, donc des publications scientifiques. C'est dans le domaine public, ce sont souvent des chercheurs, des universitaires, des laboratoires. Il faut aussi avoir en tête que pour l'instant, comme on ne connaît pas très bien cette exposition aux microplastiques, la réglementation traîne aussi derrière. Donc il n'y a pas encore de seuil déterminé, par exemple, de rejet. Il n'y a pas de ce qu'on appelle, comme dans le problème du glyphosate sur les aliments, où il n'y a pas non plus de seuil de dose journalière admissible. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit dans ce type de différence. Et j'ose encore espérer que la nature humaine, même les chercheurs dans les industries, ont quand même aussi une conscience et font... Non. Et ne font pas... Il y en a quand même qui préservent la santé. Pour quelle raison il n'y a pas de dose admissible aujourd'hui ? Mais parce qu'on ne connaît pas les effets en fait, toxiques. Pour déterminer une dose admissible, il faut qu'on soit en mesure de donner un seuil de toxicité. Et à l'heure actuelle, comme on ne sait pas combien on ingère par jour, combien on peut supporter par jour, c'est très compliqué de donner ces seuils admissibles. Ça avance, on avance sur ce sujet ? Oui, on avance, mais c'est pareil, en fait, ces études-là, on vient finalement de montrer que ça pouvait être ingéré chez l'homme. Donc, au niveau de la toxicité, c'est encore très peu connu. Et il faut faire déjà des études sur des organismes vivants, donc pour déterminer ces seuils de toxicité en alimentation humaine. Donc, il faut passer par l'expérimentation sur rats, sur plusieurs espèces, et il faut vraiment avoir conscience que quand on fait ce type d'études, ça se compte en plusieurs années. Et voilà, on va assez facilement dire, ok, le plastique, on peut avoir une toxicité aiguë, c'est-à-dire que si vous mangez un énorme bout de plastique, forcément vous allez être malade. Déjà, ça va vous peser très fort sur l'estomac, mais les effets à long terme, qu'est-ce qui se passe quand vous ingérez des petites doses tous les jours? Il faut pouvoir refaire ça en laboratoire. Donc, ça prend des années. Et après, vous allez tomber sur les effets reproductifs, éventuellement ce qu'on appelle les CMR, les cancérigènes, mutagènes, reproductifs. Et là, on aura probablement les résultats dans 20 ans. Nouvelle question. Madame ?
Monsieur d'abord, madame ensuite. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous ne pensez pas que le plastique biosourcé va être une solution pour certains industriels, même s'il n'est pas vraiment bio parce qu'il ne se dégrade pas totalement, pour faire du greenwashing et retarder leurs actions pour soit diminuer le plastique, soit faire en sorte qu'il soit moins polluant? Je vais vous dire, ça dépend de la conscience de l'entreprise. Oui, ça peut exister. Après, monsieur a dit que j'étais optimiste tout à l'heure. Donc, moi, j'aurais tendance aussi à dire que de toute façon, tous les efforts, et il devient urgent de trouver des nouveaux matériaux. Alors, certes, pour l'instant, ce biosourcé, ce n'est pas la solution à tout, parce qu'on n'a pas encore réussi à trouver quelque chose qui soit aussi avec les mêmes propriétés que notre plastique. Mais j'imagine que dans 10 ans, ça sera peut-être... on aura avancé dans le domaine. Est-ce que cela ne... C'est peut-être des étapes un peu obligatoires, non, l'entre-deux? Le biosourcé, c'est l'entre-deux un peu? Oui, c'est toujours mieux que rien. Hein. Faut pas se leurrer. Il y a quand même des... Alors moi, je ne suis pas spécialiste en chimie des matériaux, mais c'est une piste qui peut aussi permettre quand même une certaine... même du carbone d'origine organique, d'origine biologique, pardon, ça, c'est peut-être plus assimilable que quelque chose issu de la pétrochimie. Donc, même si ce n'est pas totalement biodégradable, c'est quand même une piste à explorer, quoi. C'est clair. Nouvelle question, madame? En fait, j'en ai deux finalement Oui. questions. Sur les effets sur l'organisme, vous avez dit on trouve des nanoplastiques dans le sang humain, c'est ça, hein? Oui. Est-ce qu'on a une idée est-ce que ce plastique il est stocké ou est-ce qu'il est éliminé? Est-ce qu'on a une idée de ça dans les organismes vivants? Ça, c'était la première question. Puis la deuxième, c'était je me disais, finalement, à la rigueur, peu importe qu'il soit toxique ou pas, le plastique, le problème, c'est qu'on a des volumes tellement monstrueux que de toute façon, c'est forcément un problème. Et que même s'il n'était pas toxique, en admettant qu'on rêve et qu'on imagine qu'il n'y a pas de toxicité sur personne, ni les animaux, ni les plantes, ni quoi que ce soit, de toute façon, il y a un problème. Et on peut pas laisser proliférer des volumes de déchets pareils qui envahissent tout, les mers, les terres, etc. Et donc, de toute façon, il faut trouver des solutions en tout état de cause. Deux questions. Oui, je voulais aussi parler justement de... Alors, attendez, on va oui, juste... non, mais c'est sur la même chose, c'est pour ça. C'est parce que madame a parlé qu'on avait retrouvé des traces dans le sang, mais chez l'homme, enfin, je voudrais un peu plus de détails sur ce que vous avez amorcé un tout petit peu sans donner de détails. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que ça a des effets? Est-ce que c'est chez l'homme? Est-ce que c'est beaucoup de cas? Voilà. Allez, on va essayer de s'organiser, on va essayer de répondre... Alors, sur la première intervention, mon Dieu, oui, c'est un problème. Donc, de toute façon, effectivement, je vous rejoins, que ça soit toxique ou non, il faut éliminer, il faut trouver une solution pour réduire ces déchets, parce que on ne peut pas les enfouir ou quoi que ce soit et attendre que ça disparaisse. C'est pas une solution. La première partie de votre... Ah oui, sur le stockage dans l'organisme. Alors, mais c'est vraiment le problème. Là où je vais avoir à vous répondre, c'est que c'est vraiment le début des études sur l'homme. Et alors, si on fait référence à d'autres types de molécules, j'allais dire, les organismes, on a toujours des endroits où ça se stocke. C'est clair. Hein. Ça peut être chez l'homme souvent, mais c'est plus pour des substances chimiques. Ça va être le foie, ça va être la graisse, ça va être... Donc là, ça peut aussi dépendre des additifs du plastique. Après, on les élimine aussi. Hein. On en a trouvé dans les excréments. Donc quand on ingère du plastique, on va en rejeter aussi. Donc le fait d'ingérer du plastique, si ça reste dans notre tube digestif, c'est pas trop problématique à la limite parce qu'on le rejette dans l'environnement.
Si maintenant ça passe les barrières cutanées, comme on peut l'imaginer avec les nanoplastiques, on peut avoir des problématiques type ce qui s'est passé avec les fibres d'amiante. C'est-à-dire que ça va être stocké dans certaines parties, par exemple dans les alvéoles pulmonaires. Ça peut être stocké aussi dans certains au niveau du sang. Et ces effets-là, on ne sait pas du tout ce que ça donne à l'heure actuelle. L'étude dont je vous parle, hein, elle est sortie cet été. En fait, c'est simplement, ils ont fait des prises de sang donc, chez des individus et ils ont trouvé que les 3/4 des individus avaient des nanoplastiques dans le sang. C'est juste ça. Maintenant, d'où ils viennent, on ne sait pas. On parlait tout à l'heure du 7e continent. Pourquoi y a-t-il autant de plastique là-bas et pas ailleurs? Et moins ailleurs, en tout cas. Il y en a dans d'autres gires, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que les macrodéchets que vous voyez flotter sur les mers, ils vont être pris dans des courants marins. Alors, ça peut être des courants de surface. Des fois, ils vont descendre. Après, ils vont remonter. Et toute cette courantologie marine fait qu'il y a des accumulations dans certaines zones. Et le gire du Pacifique est une de ces zones-là. Mais vous pouvez aussi en trouver dans d'autres endroits. Typiquement, sans avoir cette image aussi importante, vous comparez le plastique qu'on trouve, par exemple, et les quantités de plastique qu'on trouve en Manche ou en Méditerranée. Bon, la Méditerranée, on trouve beaucoup plus de macro-déchets en Méditerranée que dans la Manche. Pourquoi ? C'est une mer fermée, il y a moins de mouvement, il n'y a pas les marées, etc. Donc ça peut expliquer aussi ça. Madame. C'est comme ça, là. Oui. Il y a quelques années, on a parlé beaucoup du bisphénol A et ensuite on a dit qu'il n'y avait pas que le A, il y avait du B. Et que disait le corps médical à ce moment-là ? Oula, alors, je me rappelle pas, moi de mémoire, le bisphénol A, c'était quelque chose, si je me souviens bien, c'était un perturbateur endocrinien. Ah oui, c'est ça. Donc, et on l'a remplacé par un autre bisphénol, mais qui était peut-être pas... Oui, c'est toujours aussi un peu le problème, c'est que quand on remplace quelque chose par autre chose, souvent on manque aussi de recul pour bien déterminer les effets toxicologiques, etc. On est toujours un petit peu dans ces mêmes problématiques. Monsieur ? Mes déchets, je les mets à la poubelle. Alors comment c'est possible qu'il y en ait 85% qui se retrouvent dans la mer au bout de la chaîne ? Oui, alors les chiffres que je vous ai donnés, c'est aussi au niveau mondial. Donc on n'a pas, j'allais dire, selon les pays, les mêmes réglementations, les mêmes usages et la même efficacité de traitement des déchets. Et donc vos déchets plastiques, vous les mettez à la poubelle, c'est très bien. Mais même chez nous, regardez, on en parlait tout à l'heure, regardez pendant la période Covid, le nombre de masques qu'on a trouvés dans la rue. Regardez les gens qui jettent leurs mégots par terre. Voilà, on fait attention, la plupart d'entre nous, mais tout n'est pas... Et je vous ai aussi mis l'image de la décharge de ce que vous mettez dans la poubelle. Soit ça va être incinéré, soit ça va être mis en décharge. Et les décharges, on recouvre tout. Et il se peut qu'avec l'érosion, avec les mouvements, ça reparte à un moment ou à un autre. Si on part du principe que ça met 600 ans à se dégrader, il y a de fortes chances que votre décharge, elle soit un petit peu mouvante aussi. Quelles sont les matières les plus prometteuses aujourd'hui, selon vous, pour remplacer la matière plastique ? Alors, moi, j'aurais tendance... tout à l'heure, je vous ai dit que le plastique biosourcé à base de canne, c'était pas la panacée, mais ça reste quand même... Je pense que le biosourcé, ça peut quand même être une bonne solution, au moins sur le packaging. Parce que c'est ça aussi, c'est selon le type d'utilisation. C'est-à-dire que si on arrive à développer des produits biosourcés
avec des propriétés de souplesse, imperméabilisantes, etc., qu'on pourrait utiliser dans le packaging, on éliminerait une partie du problème. Après, le verre, c'était pas mal non plus. Revenir à l'ancienne. Mais on ne peut pas tout remplacer. Il serait temps de revenir en arrière. Il serait temps de revenir en consignes. arrière. Non, je pense que sur certains produits, on peut, sur d'autres, on n'a pas encore la solution, quoi. Nous avons une question en haut. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des plastiques recyclés, pour le coup. Est-ce que ça fonctionne? Alors, oui, c'est déjà bien. C'est mieux que rien, puisqu'on réutilise le plastique. Donc, comme on le réutilise, on en produit moins. Donc, mais ces plastiques recyclés, en fait, le recyclage, c'est pas du 100%. À l'heure actuelle, en France, il me semble qu'on est à 20% de plastique recyclé. Donc, on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a d'autres problèmes avec le recyclage, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de vos bouteilles plastiques qu'on recycle, des fois, il y a des usages qu'on a à la maison. On va remplir notre bouteille plastique d'eau de Javel pour aller faire je ne sais quoi, etc. Donc, des fois, ce n'est pas possible de tout recycler. Donc, il y a vraiment une éducation à faire pour augmenter cette part de recyclage et diminuer notre production de plastique. Mais après, il y a d'autres pays où le recyclage est quasiment inexistant. Donc, vous allez en Chine, vous allez dans des pays, on va le dire, en voie de développement. Ils ont d'autres problèmes à résoudre avant de penser recyclage. Donc, j'avais une autre question. Si on était optimiste, demain tout s'arrête, il n'y a plus de plastique pour se débarrasser de tout ce qui reste sur la Terre. Combien d'années? Je ne sais pas. Merci. 600 ans, voilà. Celui qui ne se dégrade pas. La demoiselle et monsieur Bonsoir. derrière. Bonsoir. Vous avez évoqué des espèces qui étaient spécialisées pour dégrader le plastique. Et j'aimerais en savoir un peu plus si c'était une solution ou juste un mécanisme pour accélérer le processus de dégradation. Parce que finalement, ça sera répercuté sur toute une chaîne. Et peut-être que l'espèce fera des excréments. Ça sera retrouvé au fond des océans. Alors, en fait, les espèces dont je vous parlais, c'était des bactéries. Ils ont utilisé des bactéries des bactéries mangeuses de plastique. Mais l'idée, en fait, c'est que ces bactéries soient capables de dégrader le plastique pour assimiler le carbone. Donc, théoriquement, il n'y a plus rien après. Sauf que vos bactéries, ça a été démontré en laboratoire, toujours pareil, et en fait, elles vont être capables de dégrader 1 gramme de plastique. Donc, de là à dégrader votre 7e continent. Et puis, l'autre problème, c'est très bien, vous faites ça dans un laboratoire, mais est-ce que de mettre des bactéries comme ça dans l'environnement, quel est l'effet? Je n'ai pas la réponse. Il faut faire attention à ça aussi. Ça peut manger le plastique, mais ça peut aussi entraîner un déséquilibre de la chaîne alimentaire. Ça peut envahir un écosystème. Voilà. Monsieur. Oui, question. Bonjour et merci pour votre présentation. Vous nous dites qu'il y a peu de recherches sur les effets sur la santé humaine donc des déchets plastiques. À quoi vous pouvez attribuer cela? Est-ce que c'est un manque d'appétence de la part des chercheurs? Je n'en crois rien. Ou est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, un blocage au niveau des politiques, voire des lobbies industriels? On l'a vu avec le tabac, hein. Il y a même des équipes de chercheurs éminents qui ont conclu, n'est-ce pas, à la demande de Marlboro, à la non-nocivité du tabac. Non, enfin, je pense pas. Quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'études, il faut vraiment avoir en tête que c'est une problématique finalement assez nouvelle. Et le temps de la recherche n'est pas toujours compatible avec le temps des réponses.
C'est ça, il y a des chercheurs qui travaillent, mais j'ai essayé de vous montrer la complexité de la chose et travailler sur la toxicité humaine des plastiques, effet direct, effet indirect, quel contaminant, quel type de plastique, quelle taille. Enfin, le champ est énorme et je suis persuadée que les chercheurs en toxicologie humaine se penchent sur le problème, mais voilà, on n'en est qu'au début. Monsieur. Vous mentionniez que l'écotoxicité des micros et des nanoparticules était encore un sujet de recherche, on n'arrivait pas encore à l'établir. Est-ce qu'on ne peut pas déjà établir la toxicité de ces particules au travers de la désorption des additifs? Je pense, Madame parlait tout à l'heure du bisphénol. Vous en avez mentionné un au début de la présentation, les PFAS. On connaît clairement la toxicité des PFAS aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas déjà établir la toxicité de ces particules puisqu'elles désorbent des produits qu'on sait toxiques? Oui, mais ça peut être une approche, mais on n'a pas forcément, j'allais dire, de toutes les données qui concernent cette vitesse de désorption en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. C'est-à-dire que là, c'est pareil, les études que je vous ai montrées, souvent on utilise des microbilles qui sont faites à façon pour faciliter nos recherches. Et on s'est aperçu que finalement, on pouvait avoir des résultats différents quand on utilisait des plastiques qu'on avait récoltés nous-mêmes dans l'environnement, qu'on avait broyés, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là derrière, quoi. Voilà, comment ça va se désorber, comment ça va en fonction de l'organisme qui rentre en contact, comment il va être contaminé, etc. Toutes ces données-là, on n'est pas encore capable de les avoir. Madame. Oui, il faut diminuer la consommation de plastique. Or, le schéma que vous avez donné, que en 20 ans, la population mondiale a augmenté, mais pas dans les proportions où la production de plastique a augmenté. Alors, et il y a des endroits, par quoi remplacer le plastique? Par exemple, dans les transports, parce qu'il y a beaucoup de plastique dans tous les véhicules, il y en a, et même de plus en plus, il y en aura, puisqu'on veut des véhicules plus légers, donc ce sera plutôt en plastique plutôt qu'en acier. En médecine, je ne vois pas, il y a des prothèses, on remplace par de la céramique ou par d'autres choses, je ne vois pas, ou par du verre, mais enfin, des prothèses en verre ou en céramique, il y en a, hein. Dans Limoges, on en construit, mais enfin, bon, il y a des endroits, je ne vois pas, d'abord, premièrement, la contradiction entre l'augmentation de la production de plastique, alors qu'on sait que bon, ce n'est pas très bon, et en même temps, par quoi le remplacer ? Dans certains endroits, dans certaines industries ou dans le courant, par quoi remplacer le plastique? À l'heure actuelle, on ne peut pas le remplacer sur certains éléments. Je suis d'accord avec vous. Hein, si on prend le milieu médical, tout ce qui est les cathéters, les choses comme ça, on ne sait pas, on n'a pas les solutions. Je pense qu'on peut agir quand on regarde, souvenez-vous du schéma, 40% dans le packaging. Là, je pense qu'il y a un gros effort à faire. On n'est pas obligé d'avoir... les jeunes, ils connaissent ça, hein, chaque petit pépito ou paquet de gâteaux emballé, chaque madeleine emballée par du plastique. Moi, quand j'étais jeune, j'avais mon paquet de gâteaux et puis je mangeais mon paquet de gâteaux dans la journée, comme ça, voilà. Mais on n'empaquetait pas tout. On n'avait pas toutes ces tonnes de plastique. Et là, je pense que vraiment, il y a un effort important à faire. La salade en sachet, on achète de la salade normale. Enfin voilà, il y a des gestes vraiment pour limiter ce packaging. C'est le packaging. Monsieur. Est-ce que vous connaissez la quantité de pétrole qui est réservée le pourcentage qui est réservé à fabrication du plastique, et est-ce que tous les pétroles sont équivalents? Non, là, je ne pourrais pas vous répondre, je suis désolée. Non. Monsieur. Bonsoir. Vous avez parlé des études dans la Seine, mais vous avez beaucoup dit que c'était des incertitudes. Est-ce que vous avez réussi à dégager un pourcentage d'incertitude sur vos calculs ou pas du tout ?
Oui, hein, quand même, on arrive à avoir des... Mais c'est comme tout... J'allais dire, à chaque fois qu'on fait des études et ces comptages, on calcule toujours, c'est une moyenne ou plus ou moins quelque chose. Donc, on a une fourchette. Et là, l'exemple que je vous ai montré, en fait, on se trouve confronté au fait que finalement, la fourchette, enfin, ce qu'on a trouvé dans nos organismes est à peu près équivalent à ce qu'on peut trouver aussi dans nos fameux blancs qu'on a menés à côté. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on ne sait pas vraiment expliquer, c'est est-ce que c'est vraiment de la contamination qui vient de nos poissons, nos huîtres et tout ça, ou est-ce que c'est de la contamination qu'on avait dans notre laboratoire? Donc, il faudrait travailler dans un laboratoire sans dépressurer, en fait, ce qu'on n'a pas. Je crois qu'il y avait une question encore au fond, oui. Mademoiselle et monsieur derrière. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question. Je voulais profiter d'avoir le micro pour parler des déchets, parce qu'on a pas mal parlé du recyclage. Et en fait, le problème du plastique, c'est que tous les plastiques ne sont pas recyclables en réalité. Et s'il y a un aussi faible pourcentage, c'est aussi pour ça, c'est que le plastique, on va le recycler une fois, peut-être 2 fois, mais à chaque fois qu'un plastique est recyclé, il perd de sa solidité, en fait. Donc le problème, c'est en effet le plastique jetable, et de se poser la question, notamment quand on achète des bouteilles d'eau, est-ce que réellement on a besoin d'acheter de l'eau en bouteille, en fait? Enfin, ce déchet-là, on achète quelque chose en plastique qui va être automatiquement jeté. Donc, tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je pense qu'on a une partie de la solution passe par limiter ce fameux packaging. Merci. Est-ce que finalement, je rebondis, est-ce que l'eau en bouteille est plus contaminée que l'eau du robinet? C'est une question qui peut se poser. Globalement, les études ont montré qu'il y avait plus de particules plastiques dans l'eau de bouteille. Donc maintenant, l'eau du robinet est bonne à boire. Hein. Monsieur. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé qui était très intéressant. Justement, vous parliez de l'eau potable. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il existe des filtres efficaces pour filtrer justement les microparticules de plastique, voire les nanoparticules de plastique dans l'eau? C'est ma première question. Et ma seconde question, c'est existe-t-il des études sur les impacts des déchets plastiques sur la dérive climatique? Voilà, je vous laisse avec ces deux questions. Alors, sur la première question, en fait, les solutions qui existent pourraient être des solutions mécaniques, en fait, ce qu'on appelle la nanofiltration. Donc, ce qui permettrait de faire passer, en fait, d'avoir des espèces de membranes avec des pores extrêmement petits pour retenir toutes ces particules plastiques. Donc, mais le problème, c'est que cette nanofiltration, bon, il y a des steps hein, qui s'équipent, mais ça coûte cher. Et puis, bon, les filtres sont en céramique, donc ça, c'est plutôt bien. Après, voilà, ça sous-entend une augmentation du prix de l'eau. Est-ce qu'on est prêt à payer ça? Les autres types de cartouches, ben, je sais, typiquement, nous, au laboratoire, on a des cartouches filtrantes, mais on retrouve dans nos échantillons des morceaux de plastique issus des filtres. Voilà. Donc, à part cette solution de nanofiltration en céramique, c'est pas gagné. Et la deuxième question, à ma connaissance, j'ai pas lu d'études qui reliaient cette pollution au problème de changement climatique. Et vous ne savez pas du tout s'il y a des laboratoires qui travaillent dessus ou des chercheurs? À ma connaissance, non. D'accord, merci. Merci. Marie-Pierre, alors le plastique, c'est fantastique. Est-ce qu'on peut... La conclusion en 30 secondes. Oui, c'est fantastique, on ne peut pas s'en passer. Donc, on a vu qu'il y avait quand même des propriétés, j'allais dire, intéressantes. Donc, oui, ça reste un matériau fantastique, mais qui pose des problèmes. Et je vais rester optimiste. Voilà. Ce qu'on dit là, aujourd'hui, bah, peut-être que dans 5 ans,
Voilà, ça sera, ou dans 10 ans, ça sera totalement faux et on aura fait des progrès et on sera avancé sur cette contamination plastique. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci Marie-Pierre. Merci à tous. Avant de vous lever en présentiel, merci à celles et ceux qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre prochainement donc sur la toile. Nous nous retrouvons au mois de novembre avec Cathy Clairbeau, la thématique la pollution du climat. Que peut-on voir depuis l'espace avec le sondeur infrarouge IASI. On se retrouve donc au mois de novembre. Bonne soirée. J'ai pas voulu la poser. D'habitude, je pose toujours ma question, mais là, je me suis dit, mais faites quoi comme méditation ou autre pour rester optimiste? Parce que moi, je suis un peu scientifique, je suis très optimiste, très joyeux et tout.